La tour de Babel. C'est l'un des récits les plus incroyables de la Bible. Les Babyloniens ont érigé une tour monumentale, un temple qui atteignait les cieux. La plus grande prouesse accomplie par l'humanité. Aujourd'hui, on sait à quoi elle ressemblait. C'était un bâtiment colossal. Mais la Bible raconte que Dieu s'opposa à sa construction. Il a décidé de frapper les hommes avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Le Créateur aurait introduit les différentes langues pour l'interrompre. Ils se sont mis à parler des langues différentes et étaient incapables de se comprendre. De nombreux historiens considèrent que la tour de Babel est une légende. Selon moi, la tour dans cette histoire est une allégorie, rien de plus. Le but de ce récit n'est pas de raconter ce qui s'est véritablement passé, mais plutôt d'expliquer l'ordre des choses. Un homme, pourtant, a passé des années à tenter de prouver l'existence de la tour. Quand on s'intéresse aux légendes, on est tenté de se demander si elles sont basées sur des faits historiques. Il affirme avoir découvert l'édifice mythique dans les régions désertiques d'un pays ravagé par la guerre, l'Irak. Dans les récits de la Genèse, il s'agit de la Mésopotamie. Il est convaincu d'être en mesure de prouver que les travaux de construction se sont interrompus brutalement. Le plus incroyable, c'est qu'ils se sont arrêtés alors que rien n'était terminé. La tour a été abandonnée. C'est exactement ce qui s'est passé avec la tour de Babel. S'il a raison, sa théorie expliquerait l'avènement d'une des plus grandes civilisations que le monde ait connue. Les hommes se déplacent d'un endroit à un autre, ils migrent, et ils transforment la société qui les accueille. Mais est-il vraiment capable de prouver que la tour de Babel est plus qu'un mythe ? L'Égypte, berceau d'une des plus puissantes civilisations de l'Ancien Monde. L'Égypte ancienne était une nation prospère et évoluée. Pharaons et rois, pyramides et hiéroglyphes. Au cours des siècles, leur civilisation a fasciné des générations d'historiens. Et même des historiens en herbe, comme David Roll, qui a grandi à Manchester, en Angleterre, dans les années 50. J'écrivais les noms des pharaons de la première à la dernière dynastie. J'avais 7 ans. J'écrivais en hiéroglyphes et j'indiquais des choses comme la durée de leur règne dans des colonnes. On peut dire que je n'étais pas comme les autres à cet égard. J'ai seriné ma mère pour qu'elle m'emmène en Égypte à l'âge de 9 ans. Un voyage qui transforme une fascination enfantine pour cette culture en une véritable obsession. Il vogue sur le Nil à bord d'un navire royal. À l'aube, il découvre Abou Simbel, 2 temples monumentaux taillés à même la montagne. Le jeune garçon a même le privilège de pénétrer seul dans le site. Imaginez un petit garçon de 9 ans qui marche vers le Saint des Saints. Mais pas guidé par les rayons du soleil de l'autre côté du fleuve. Mon ombre portée sur le sol et qui s'étend jusqu'au centre du temple. Quelle entrée en matière! En grandissant, Roll délaisse peu à peu l'archéologie. Il devient d'abord musicien, puis producteur musical.
Il travaille avec les plus grands groupes des années 70 et 80. Mais sa passion pour l'égyptologie ne le quitte pas. À l'âge de 35 ans, il tourne le dos à l'industrie musicale pour poursuivre des études d'histoire de l'Antiquité. J'ai suivi des cours au University College de Londres, auprès des plus grands professeurs d'égyptologie et d'histoire de l'Antiquité. Ce fut une période de ma vie inoubliable et merveilleuse, mais j'ai surtout appris les règles de l'art. J'ai pu appliquer mes connaissances et la méthodologie qu'on m'avait enseignée à mes propres idées. L'université lui permet de s'adonner à son passe-temps favori de manière professionnelle. Percer les mystères de l'histoire. J'adore les énigmes. Je détecte les anomalies dans une histoire et j'essaie de les expliquer. Il y a plusieurs périodes pour lesquelles les dates des règnes des pharaons sont imprécises. Roll développe alors une théorie qui se base sur une chronologie révisée des dynasties de l'Égypte ancienne. Ses travaux attirent l'attention d'un éditeur. Cette nouvelle vision de l'histoire de l'Antiquité donne naissance à un best-seller traduit en plusieurs langues. Mes méthodes de recherche, qui étaient très rigoureuses, ainsi que mes idées, m'ont permis de devenir David Roll, l'historien, l'auteur et même le présentateur télé. Tout est parti de ma méthodologie. Ce nouveau point de vue audacieux sur l'Antiquité lui permet de se bâtir rapidement une réputation dans le monde entier. Mais poussé par un désir insatiable de résoudre des énigmes historiques, il remonte encore le temps, jusqu'au premier chapitre de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse. Évidemment, il ne me restait plus qu'à remonter jusqu'au livre de la Genèse. C'est assez dissuasif parce que celui qui s'intéresse à cette période doit se confronter non pas à des faits historiques, mais à des légendes. Mais plutôt que de l'intimider, la période biblique stimule sa curiosité. La plupart des récits de la Genèse se déroulent en Mésopotamie antique. Une terre fertile située entre le Tigre et l'Euphrate. De nos jours, cette région englobe l'Irak ainsi qu'une partie de la Syrie et de la Turquie. La Mésopotamie est le berceau de la civilisation, il y a plus de 5500 ans. Selon la Bible, elle serait aussi le décor de récits bibliques. Le jardin d'Éden, le meurtre d'Abel et le déluge. Mais la Mésopotamie est également le théâtre d'un des mythes dont Roll pense pouvoir percer le mystère. La légendaire Tour de Babel. Babel est la première grande cité sur la Terre. Au cœur de la ville, l'homme est en train de bâtir une incroyable tour. La version proposée par la Bible dans le livre de la Genèse suggère que le roi Nemrod a décidé de faire construire une tour qui atteindrait les cieux. Selon la Bible, il s'agit d'une des rares occasions au cours de laquelle l'humanité semble unie. Tous les hommes ne font qu'un. Et tous parlent le même langage. Personne ne semble penser qu'il y a quoi que ce soit de mal à vouloir bâtir une ville et une tour. Cette coopération permet aux hommes de se rapprocher du ciel. Jusqu'à ce que Dieu découvre le projet des hommes. Il descend sur terre pour voir lui-même ce qu'ils sont en train de construire. Dieu Tout-Puissant ne voit pas cela d'un bon œil. Il refuse que l'homme atteigne le ciel, devienne son égal et se mêle aux affaires des dieux et des anges.
Dieu est convaincu que l'humanité n'est pas digne de sa confiance. Il commence à penser que les hommes sont en train de faire quelque chose de mal. La faiblesse de la nature humaine et notre propension à faire le mal ont déjà été mises en évidence au cours des premiers chapitres de la Genèse. Et Dieu se dit que la tour de Babel n'est qu'un exemple de plus. Le Seigneur agit rapidement. Il décide de brouiller leur communication. Il a décidé que s'abattrait sur eux le fléau de Babel. Tous les hommes parleraient désormais une langue différente et ils seraient incapables de se comprendre. Les habitants de Babel sont dispersés aux 4 coins du monde. L'harmonie est détruite. Et la construction de la tour de Babel est abandonnée. C'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui une attaque préventive. Dieu a décidé de nous frapper avant que nous puissions accomplir notre projet. David Rohl veut déterminer s'il existe des indices qui permettraient de localiser la structure fabuleuse. Au centre de l'histoire de Babel, il y a surtout un bâtiment, une structure, quelque chose que l'archéologie peut nous aider à retrouver. En effet, d'autres récits de la Genèse, comme Adam et Ève ou Abel et Caïn, sont beaucoup plus durs à examiner d'un point de vue archéologique. Mais une tour ou un temple, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Rohl est devenu célèbre en perçant les mystères de l'Égypte ancienne. Sera-t-il capable de lever le voile sur l'une des plus anciennes énigmes de la Bible, l'emplacement de la tour de Babel? Mais il sait pertinemment que découvrir des indices sera une gageure. Quand on se penche sur la Genèse, on remonte très loin dans le temps, avant même, pourrait-on dire, la période dite de l'histoire. Il s'agit presque de préhistoire. Les spécialistes de la Bible lui intiment immédiatement de renoncer à sa quête. Selon eux, jamais il ne pourra trouver le moindre indice dans le livre de la Genèse. Les événements qu'il relate ne sont rien de plus que des histoires. On considère souvent l'histoire de la tour de Babel et d'autres épisodes de la Genèse 1 à 11 comme des récits qui permettent d'expliquer la manière dont fonctionne le monde. Par exemple, l'histoire de la tour répond à la question « Pourquoi les humains parlent-ils tant de langues différentes ?» Eh bien, c'est à cause de la tour de Babel. Dieu a brouillé notre langage. Mais Rohl refuse le scepticisme des spécialistes de la Bible. Il faut traiter la Bible comme n'importe quel autre texte ancien. Nous savons pertinemment que c'est très romancé parce qu'une grande partie de l'action n'est pas basée sur des faits réels. Mais c'est le cas de tous les écrits anciens. Donc pourquoi envisager la Bible différemment? Rohl ne se laisse pas décourager et entame ses recherches. Il parcourt les Écritures à la recherche du moindre indice, à commencer par sa construction. Quand, où et par qui a-t-elle été construite? Personne n'est capable de situer précisément l'époque des récits de la Genèse. Mais les spécialistes s'accordent généralement à dire qu'ils se sont déroulés au 3e et 4e millénaire avant notre ère, entre l'an 4000 et 2000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'aube de l'ancienne Égypte. Mais à cette époque, une région voisine du monde voit apparaître d'autres grandes civilisations. En effet, la Mésopotamie antique est le berceau des empires sumériens, assyriens et babyloniens. Logiquement, la tour de Babel doit se trouver sur ces terres fertiles.
L'historien a déjà une première idée de l'endroit précis et surtout de l'époque où il doit chercher les traces de la tour de Babel. Mais pour affiner ses premières hypothèses, il doit collecter plus de données. Le chapitre de la Bible concernant la tour ne contient aucun élément susceptible de l'aider. Roll se penche donc sur un des passages du chapitre précédent, la table des peuples, une liste des descendants des 3 fils de Noé. Selon la Bible, l'humanité tout entière descend de ces 3 hommes. Et les ancêtres de chaque groupe de population seraient issus de leur lignée. Mais tout ce qu'on y apprend, c'est que ces gens sont nés. C'est tout, aucun détail. Pourtant, dans ce chapitre, Roll découvre à sa grande surprise que Babel est mentionné. La création de la ville est attribuée à un seul personnage, appelé Nemrod. L'historien estime que ce descendant de Noé a vécu au cours du 3e millénaire avant notre ère. Le livre de la Genèse présente un personnage important, le roi Nemrod. Il doit être issu de la génération née après le déluge. Dans la Bible, son nom n'est pas associé à l'histoire de la tour de Babel. En revanche, il est décrit comme un chasseur héroïque devant Dieu. La Bible parle de Nemrod comme le premier potentat sur la terre, ce qui signifie simplement qu'il était un grand roi. Roll est intrigué. Selon les Écritures, Nemrod aurait fondé la ville, mais rien n'indique qu'il ait ordonné la construction de la tour. Est-il possible qu'il soit malgré tout l'architecte de cet édifice? Roll décide d'approfondir ses recherches sur le personnage royal. Mais ce qu'il apprend dans la Bible est très succinct. Nemrod était le fils de Couch. Il est décrit comme un grand chasseur et un héros légendaire. Mais c'est à peu près tout ce que les textes bibliques nous révèlent. Son cas est expédié en quelques lignes. On n'entend plus jamais parler de lui après ça. Qui était vraiment Nemrod? Jérusalem, la Terre Sainte. Personne ne sait exactement quand a été écrite pour la première fois l'histoire de la tour de Babel. Mais la plupart des experts estiment que sa première apparition a dû avoir lieu entre l'an 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Mais Roll découvre que l'histoire réapparaît des siècles plus tard. En 94 après Jésus-Christ, apparaît une œuvre appelée les Antiquités juives. Les Antiquités juives sont un recueil de livres écrits en grec par Flavius Joseph. C'est une tentative d'expliquer aux Romains pourquoi les Juifs sont tels qu'ils sont. Roll découvre alors que Flavius Joseph s'est basé sur d'autres sources antiques. Mais pas plus que les auteurs de la Bible, il n'est capable de situer Babel. Cependant, il est le premier à établir un lien entre Nemrod et la construction de la tour. Flavius Joseph affirme que Nemrod est le roi qui a fait ériger la tour. C'est le premier lien entre Nemrod et Babel. Selon l'auteur, il a construit la tour de Babel pour y trouver refuge si Dieu déclenchait un autre déluge pour détruire l'humanité. Son peuple pouvait se protéger et être en sécurité en haut de la tour. Roll tient enfin un lien entre un des personnages de la Bible et la tour de Babel. Mais pour affirmer que le roi Nemrod a effectivement fait bâtir l'édifice légendaire, il doit d'abord établir qu'il a bel et bien vécu en Mésopotamie antique. Nous sommes au cœur d'Oxford. Au-delà de ces célèbres collèges, la ville universitaire abrite l'Ashmolean Museum. Les collections du département d'archéologie proposent de nombreux trésors de l'Antiquité. Parmi eux, on trouve des objets provenant d'une région du sud de la Mésopotamie antique, appelée Sumer.
Rohl concentre son attention sur un prisme d'argile de 20 cm de hauteur, datant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Sur chaque face sont gravés des caractères cunéiformes, l'écriture de la Mésopotamie antique. Il s'agit de la liste royale sumérienne qui recense tous les rois qui ont régné sur l'Empire sumérien, la première civilisation de la Mésopotamie. Quand on s'intéresse au début de l'histoire sumérienne, il est logique de partir de la liste royale sumérienne. C'est un document qui dresse la liste de tous les rois de Sumer. Donc j'ai recherché le nom Nemrod, qui logiquement devait apparaître dans la liste royale. Mais Rohl sait que cette nouvelle information doit être prise avec précaution. La liste royale sumérienne décrit une réalité qui n'a pas vraiment existé. Celle d'une succession de rois qui se seraient transmis le pouvoir presque sans violence. Les preuves historiques ainsi que d'autres textes nous apprennent que ce n'est pas véritablement ce qui s'est produit. Rohl étudie attentivement la liste royale. Mais il ne trouve nulle part le nom du roi Nemrod. Un autre roi attire son attention. Comme Nemrod, il régna au 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est un personnage très intéressant. Il intervient une génération après le déluge dans la tradition sumérienne. Il s'appelle Enmerkar. Selon la liste royale, Enmerkar aurait régné sur Sumer au 27e siècle avant Jésus-Christ pendant plusieurs centaines d'années. La liste précise qu'il aurait fondé une ville appelée non pas Babel, mais Uruk. L'historien britannique découvre ensuite l'existence d'autres textes dépeignant plus précisément le règne du roi Enmerkar. Enmerkar est un personnage de la mythologie babylonienne qui apparaît dans nombre de récits qui nous sont parvenus. Il y est présenté comme l'un des rois qui a régné sur la Mésopotamie. Rohl considère qu'Enmerkar répond à 2 critères. Le roi est au bon endroit et à la bonne époque. Mais il porte le mauvais nom. Existe-t-il malgré tout un lien entre Nemrod et Enmerkar? Il souhaite plus que tout répondre à cette question. Il envisage même la possibilité que ces 2 rois soient en réalité une seule et même personne. Il s'intéresse dans un premier temps à l'étymologie du nom Enmerkar. Le suffixe kar, K-A-R, signifie en réalité chasseur en sumérien. Ce roi s'appelle Enmer, le chasseur. Donc il est un peu comme Nemrod, le grand chasseur. Rohl est convaincu d'être sur une piste prometteuse. 2 noms, l'un provenant de la Bible, l'autre de la liste royale sumérienne. 2 rois, 2 chasseurs, 2 règnes entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ. Enmer le chasseur, pourrait-il être l'architecte de la tour de Babel? La Torah, la Bible hébraïque. Ces rouleaux, écrits à la main en ancien hébreu, sont utilisés dans toutes les synagogues du monde. Rohl est convaincu que l'écriture hébraïque peut l'aider à résoudre le mystère de la tour de Babel. L'hébreu biblique est une écriture remarquable par son alphabet consonantique. En effet, seules s'écrivent les consonnes. L'ancien hébreu, comme l'hébreu moderne, n'utilise en règle générale pas de voyelles. Parfois, ceci est une source d'ambiguïté dans l'interprétation, mais en règle générale, c'est très clair. Comprenant la manière dont les noms propres s'écrivaient dans l'Antiquité, Rohl envisage la possibilité d'une confusion historique. Quand les scribes ont écrit en ancien hébreu les noms d'Enmer le chasseur et de Nemrod, un lien a pu se créer. Rohl sait qu'il doit vérifier son hypothèse
avant de l'annoncer au reste du monde. Si vous supprimez les voyelles du nom Enmer, vous obtenez NMR, donc NMR le chasseur. Roll procède à la même opération sur le nom Nemrod. Le résultat est sidérant. À un détail près. Une lettre fait obstacle à la théorie de Roll associant les noms Nemrod et Enmer, la dernière consonne de Nemrod. La seule différence est l'absence du D. Un détail qui pourrait paraître infime. Pourtant, la dernière consonne peut changer radicalement le sens d'un mot. La Bible en hébreu ancien est remplie de jeux sur les mots. Le D, à la fin de Nemrod, transforme le mot en un verbe qui signifie se rebeller. Le nom Nemrod peut donc se lire comme un verbe qui signifierait « nous nous rebellerons » ou « nous serons rebelles ». Donc, un Israélite qui écoute et entend prononcer le nom Nemrod peut s'attendre à ce que l'histoire parle d'une rébellion. Roll en conclut que Nemrod n'est peut-être pas un véritable nom, mais un simple jeu de mots. Nemrod et Enmer le chasseur pourraient être le même roi. Nous savons que Nemrod est le souverain qui s'est rebellé contre Dieu, le destructeur de l'humanité, et qui a construit la tour. Donc, un scribe a écrit le nom Enmer avec les 3 lettres NMR et a ajouté la lettre D pour former NMRD, Nemrod, nous nous rebellerons. À mes yeux, Nemrod, le grand chasseur de la Bible, et Enmer, le chasseur de la liste royale sumérienne, sont une seule et même personne. Depuis sa plus tendre enfance, David Roll a voué son existence à la compréhension du monde antique. Il est désormais convaincu qu'il a identifié le personnage mythique qui a fait ériger la tour de Babel. Il ne lui reste plus qu'à découvrir l'édifice lui-même. Babylone. Une ancienne cité éblouissante et mystérieuse, datant de 2000 avant notre ère. À son apogée entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ, elle abritait une des plus grandes merveilles de l'Ancien Monde. Les jardins suspendus. Babylone était alors une métropole antique au rayonnement mondial. Les textes la dépeignent comme une immense ville internationale, l'équivalent antique de Londres ou New York. C'est tout simplement le centre du monde. La plupart des historiens de l'Antiquité estiment que Babylone est un excellent point de départ pour celui qui cherche à localiser la tour de Babel. En examinant les ruines de l'ancienne cité, Roll s'aperçoit que Babylone abritait un édifice monumental. Un temple gigantesque en forme de tour. Un édifice religieux appelé Ziggurat. On trouve à Babylone les vestiges de la plus grande ziggourate jamais bâtie que nous connaissions dans l'Ancien Monde. Nombre d'experts s'accordent à dire que ce type de structure correspond parfaitement aux descriptions de la tour de Babel. Des descriptions de ce temple nous sont parvenues grâce aux textes mésopotamiens. Nous pouvons grossièrement établir une sorte de reconstitution. 7 niveaux, une hauteur de 91 mètres. Il est également accepté que la tour babylonienne, telle qu'elle est décrite par les auteurs de la Genèse, est une déformation de la réalité. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les scribes hébraïques étaient tenus captifs par les Babyloniens. Et la ziggourate de la ville aurait inspiré le récit expliquant les origines des langues. Mais Roll refuse de se plier devant le consensus du monde académique.
Pour lui, il est inconcevable que la tour de Babel se soit dressée à Babylone. Il pense au contraire que le roi Enmerkar a fait construire l'édifice plus d'1 millier d'années avant l'âge d'or de Babylone. Babylone est apparue un millénaire plus tard. Si vous cherchez la plus ancienne tour sur Terre, la première ziggurat, ne cherchez pas à l'époque de Babylone, c'est trop tard. Si la tour de Babel n'est pas à Babylone, où est-elle? Roll émet une nouvelle hypothèse. Les scribes auraient confondu Babel et Babylone, deux noms dont les sonorités sont proches. Les villes avaient 3 noms dans 3 langues. Donc c'est très déroutant. On peut avoir Babylone en grec. Ensuite, dans les langues sémitiques du nord de la Mésopotamie, comme le langage biblique, ça peut être Babylou. Ça, c'est l'akkadien. Mais enfin, il y a une 3e couche de déformation, le sumérien, qui est encore une langue différente. Et là, Babylone s'appelait Nunki. En sumérien, Nunki désigne une puissante cité. Les noms des villes sont souvent écrits en sumérien et indiquent aussi les caractéristiques du lieu. Nun veut dire puissant et Ki désigne simplement un lieu. Donc le lieu le plus puissant et important dans l'empire babylonien est bien entendu Babylone. Roll découvre alors une autre ville majeure baptisée Nunki. Je me retrouve donc avec 2 cités du même nom. Nunki au nord et Nunki au sud. Nunki, dans le sud de la Mésopotamie, est plus ancienne que Babylone de plusieurs milliers d'années. Et cette ville était également connue sous un autre nom, Eridu. Ainsi, la tour de Babel ne serait pas à Babylone, mais à Eridu. Roll décide de se documenter sur la cité antique d'Eridu. Comme Babel, Eridu était connue comme étant la première cité. Les textes sumériens affirment que la plus ancienne cité sur Terre était Eridu. C'est le lieu où la royauté descendit des cieux pour la première fois. C'est donc un endroit bien plus ancien que Babylone. Il semblerait qu'il s'agisse d'un lieu important où les hommes se sont établis très tôt. Avant cela, les gens vivaient dans des petits villages. Ils étaient simples paysans ou éleveurs. Mais c'est à Eridu que naît véritablement la civilisation. C'est là que tout a commencé. Selon l'historien britannique, Eridu est l'emplacement idéal où rechercher la tour de Babel. Mais alors, pourquoi l'édifice biblique n'est-il pas nommé la tour d'Eridu? Roll estime que les scribes hébraïques ont peut-être commis une nouvelle erreur en confondant les deux Nunki. Quand l'histoire de la tour de Babel est rédigée, 2000 ans après les faits, une nouvelle cité encore plus puissante qu'Eridu a vu le jour. À mon avis, les auteurs de la Bible qui ont composé le livre de la Genèse ont cru que la ville Nunki, évoquée dans le texte de référence sur lequel ils s'appuyaient, était Babylone, c'est-à-dire la cité puissante de l'époque contemporaine, et non celle d'autrefois située plus au sud. C'est pour cette raison qu'ils l'ont appelée la tour de Babel, et non la tour de Nunki. Roll est convaincu que toutes les preuves pointent vers Eridu, le véritable berceau de la tour de Babel. Il ne reste plus qu'à découvrir la tour elle-même. Au cours du XXe siècle, la Mésopotamie a été le théâtre de nombreuses expéditions et fouilles archéologiques. Leur but était de mettre au jour les ruines antiques de cette région peu explorée jusqu'alors.
C'est à cette époque qu'un archéologue irakien a découvert les vestiges d'une ziggourate, un temple en forme de tour. Et l'édifice existait déjà durant le règne du roi Enmerkar. C'est un bâtiment monumental, l'un des plus grands temples que nous ayons retrouvés datant de cette période. Et les fouilles ont montré que la région disposait de plusieurs temples dans cette zone, dont cette structure. Rohl espère que les ruines découvertes sont en réalité celles de la tour de Babel. Mais il y a un problème. La Bible est très explicite sur le sort de la tour de Babel suite à l'intervention de Dieu. Elle a purement et simplement été oubliée. Mais rien n'indique que le temple découvert ait été laissé à l'abandon. Une des différences entre la structure mise au jour par les archéologues et la tour de Babel est la durée d'occupation. À mon avis, ce temple a été délaissé très progressivement, sur une longue période. Et la structure semble avoir été terminée, elle n'a rien d'inachevé. Rohl est gagné par la frustration. En effet, à ses yeux, le temple d'Eridu correspondait parfaitement à la tour de Babel. Mais cette structure n'a jamais été abandonnée. Il se penche à nouveau sur les travaux des archéologues. Le rapport d'excavation contient une autre information. Derrière le premier temple se trouve une terrasse. Rohl y voit un nouveau point de départ, la base de la construction d'un temple beaucoup plus grand. C'est au fond l'essence même d'une ziggourate. C'est un temple sur une terrasse construit en hauteur et qui permet d'atteindre la maison de Dieu, en haut de cette montagne créée par l'homme. Donc ça devait être la première grande ziggourate de la région, et le plus incroyable, c'est qu'elle n'a jamais été achevée. Elle a été abandonnée aux tempêtes de sable. C'est exactement le cas de la tour de Babel qui n'a jamais été terminée. Rohl est désormais persuadé que la terrasse découverte à Eridu correspond à l'emplacement de la tour de Babel. C'est très satisfaisant quand on se rend compte que tout coïncide parfaitement. L'idée est de créer un maillage de preuves. L'enjeu n'est pas de prouver un seul élément, mais d'expliquer comment plusieurs éléments se répondent. C'est une suite logique. Quand vous êtes face à une suite d'éléments, vous commencez à comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Grâce au faisceau de preuves qu'il a découvertes, l'historien est intimement convaincu d'avoir trouvé la tour biblique. Pourtant, il ne peut avoir aucune certitude tant qu'il n'a pas expliqué la fin dramatique relatée dans les Écritures. La multiplication des langues et la dispersion des hommes. La statue de la liberté. La première vision des millions d'immigrants qui ont débarqué en Amérique au cours du XXe siècle. L'arrivée de ces étrangers a permis à l'Amérique de devenir une puissance mondiale. Derrière la statue, on aperçoit aujourd'hui la silhouette des immeubles de Manhattan, composés de centaines de gratte-ciel. Autant de versions modernes des tours antiques qui cherchaient à tutoyer les cieux. Rohl découvre que les mouvements de population et l'immigration étaient des phénomènes courants il y a des milliers d'années. Les hommes se déplacent d'un endroit à un autre, ils migrent, et ils transforment les sociétés qu'ils intègrent. Comme les migrants qui ont débarqué en Amérique, par exemple. Ils ont traversé l'Atlantique et ont apporté de nouvelles idées. Des phénomènes similaires se sont produits dans l'Antiquité. Rohl s'interroge sur les origines de la multiplication des langues racontées dans l'histoire de la tour de Babel. Aurait-elle été provoquée par des vagues d'immigration ? Quand on étudie la question de la dispersion des nations suite à l'abandon de la tour de Babel,
on se rend compte que les difficultés de langage et la multiplication des langues dans la région sont peut-être la conséquence de l'arrivée de différents groupes ethniques. Les migrants auraient rejoint Eridu, attirés par la prospérité de la région. C'est un afflux des langues différentes. La confusion des langues provient du fait que les gens parlent des dialectes différents et ne se comprennent plus. Mais comment ce phénomène aurait-il provoqué la dispersion des peuples sur la terre évoquée dans le livre de la Genèse? Roll pense encore une fois être en mesure de l'expliquer. Peut-être les nouveaux arrivants étaient-ils plus belliqueux? Ils étaient peut-être plus primitifs et plus enclins à guerroyer que les populations indigènes. Face à ce choc de civilisation, de langue et de race, certains ont peut-être eu la volonté de partir. David Roll en convient, même si elle se tient, ce n'est qu'une théorie. Si la raison est que les habitants de Babel ont quitté la Mésopotamie, où sont-ils allés? À des milliers de kilomètres de la Mésopotamie se trouve l'un des joyaux de l'Égypte, le désert oriental. Selon l'historien britannique, il abrite l'un des plus grands trésors cachés de l'ancienne Égypte. Des pétroglyphes datant des premières dynasties. J'ai longtemps parcouru le désert oriental et travaillé avec des spécialistes. Nous avons recensé tous les pétroglyphes que nous avons découverts entre la vallée du Nil et la mer Rouge. Au cours d'une de ses expéditions, Roll fait une découverte remarquable. Nous avons découvert des milliers et des milliers de dessins rupestres. Et parmi ceux-ci, il y a quelque chose de fascinant. Des centaines et des centaines de gravures de bateaux à la proue haute. La simple présence de ces dessins le frappe. Une telle quantité de représentations de bateaux se trouve normalement là où les hommes se réunissent autour de la mer, d'un fleuve ou même d'un lac. Pourtant, le point d'eau le plus proche dans ce désert est à des dizaines de kilomètres. Roll estime qu'il existe peut-être un rapport entre ces dessins de navires et les populations dispersées de Babel. J'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit, mais qu'est-ce que font ces bateaux au beau milieu d'un désert aride entre le Nil et la mer Rouge? Est-ce qu'il s'agirait des bateaux de peuples étrangers venus d'ailleurs, qui auraient traversé le désert depuis la mer Rouge jusqu'au Nil et pris le contrôle de la région? L'idée que la civilisation égyptienne ait été fondée par des étrangers venus de Mésopotamie semble inconcevable. Mais Roll a longuement étudié l'égyptologie et il sait qu'un des grands mystères de cette civilisation est son origine. Elle semble être apparue spontanément. À l'époque, la civilisation égyptienne en est à ses balbutiements. Bien sûr, il y a une société, l'ordre et l'autorité d'un roi ou d'un chef. Mais la civilisation sophistiquée que nous connaissons n'existe pas encore. Certains égyptologues ont déjà avancé une surprenante hypothèse sur l'origine des rois égyptiens. Il y a un courant de pensée qui défend l'idée selon laquelle des étrangers seraient arrivés en Égypte et seraient devenus pharaons. Mais pourquoi les hommes qui ont construit l'immense tour de Babel auraient-ils choisi de migrer vers l'Égypte? Roll estime que la réponse réside dans la présence du Nil, un fleuve qui assure une stabilité de l'environnement. Imaginez que vous êtes un marchand venu de Mésopotamie qui débarque en Égypte. Vous découvrez ce fleuve aux multiples bienfaits qui est en crue au meilleur moment de l'année et qui assure de belles récoltes. Vous vous dites, je veux vivre ici. Je ne veux pas retourner vivre là d'où je viens, là où il y a eu le déluge. Je veux rester ici où la nature semble fonctionner correctement. Et je ne vais pas me contenter de commercer avec ces gens, je vais m'installer ici. Comme je maîtrise des technologies avancées, je vais vite dominer les populations locales. Selon Roll, le caractère unique de la civilisation de l'ancienne Égypte s'explique par la rencontre de deux cultures. De plus, le règne de Enmerkar et la ziggourate d'Eridu datent de la même époque que l'avènement de la première dynastie égyptienne.
C'est une culture africaine qui a évolué grâce à l'apport d'éléments extérieurs. C'est un mélange de plusieurs ingrédients qui a permis à la civilisation des pharaons de connaître cette destinée si particulière. Je ne vois pas en quoi ce serait un problème si on découvrait que la civilisation égyptienne était le fruit du mariage de deux sociétés, des Africains et des Mésopotamiens. Pour moi, c'est très excitant. Roll n'est pourtant pas sans savoir que cette théorie suscite la controverse. S'il veut qu'elle soit acceptée, il lui faut des preuves solides de la migration d'habitants de la Mésopotamie vers le désert oriental. Il existe de nombreux indices de leur présence. D'abord, si nous avons des preuves que des gens de cette région sont allés en Égypte, il n'existe aucun élément qui montrerait que les Égyptiens sont allés en Mésopotamie. Le flux migratoire n'a eu lieu que dans un seul sens. Ensuite, il y a un bond de la civilisation en Égypte à cette époque. Les constructions en briques qui n'existaient pas jusque-là semblent apparaître de manière spontanée. Autre exemple, le lapis-lazuli, qui provient d'Afghanistan. S'il apparaît soudainement en Égypte, c'est parce que les Mésopotamiens en font le commerce. Donc il y a bien eu des contacts entre les Sumériens et les Égyptiens. Bien sûr, on ne peut pas savoir à quel point ces contacts ont amené la formation de l'État égyptien, du royaume des pharaons, mais c'est une question qui mérite d'être étudiée. Roll estime que l'existence de migrations vers l'Égypte corrobore sa théorie sur l'emplacement historique de la tour de Babel. Mais comme tout spécialiste de l'étude de l'Antiquité, il est confronté à la rareté des preuves disponibles sur le terrain. Et pour parvenir à certaines conclusions, il a parfois dû établir des liens audacieux que le monde universitaire refuse d'accepter. D'un côté, je trouve ça formidable, parce qu'il incite d'autres gens à étudier ces questions. Et d'une certaine manière, en tant que spécialiste de l'Ancien Monde, je trouve que sa démarche nous est très utile. Mais d'un autre côté, il peut donner l'impression trompeuse que notre domaine de recherche n'est pas basé sur des preuves rationnelles. En effet, ces théories demandent qu'on fasse abstraction des nombreux manquements de son raisonnement. Le plus gênant, c'est qu'il a bâti une grande théorie, une grande idée sur plein de petites idées non démontrées. C'est un château de cartes. Il faut être capable d'étayer le moindre petit élément de sa réflexion si l'on souhaite émettre une grande théorie qui résistera à l'analyse critique. Roll ne se fait aucune illusion en publiant les résultats de ses recherches. Face à la critique, je préfère me taire. Quand on publie une théorie, elle est disponible, chacun peut la lire. Il faut la laisser vivre et laisser les gens la disséquer ou l'attaquer. Il faut aussi voir si les critiques apportent suffisamment de preuves pour la réfuter. David Roll était encore enfant quand il a été atteint par le virus de l'égyptologie. Il est devenu célèbre en proposant une version alternative de la chronologie de la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, il affirme avoir découvert la véritable tour de Babel. Il aurait identifié le roi qui l'a fait bâtir et même localisé l'endroit où elle s'élevait jadis. Puisant ses indices dans l'étude de la Bible, des empires mésopotamiens et de la civilisation égyptienne, il a échafaudé une théorie étonnante. La tour de Babel aurait été construite à Eridu, dans le sud de l'Irak. Si vous isolez une unique découverte, elle ne peut résister à la critique. Il faut avoir une vision d'ensemble. Il faut essayer de relier les indices les uns aux autres. Chaque élément doit trouver sa place et il faut être capable de dégager une hypothèse cohérente, de prendre du recul pour se dire « tout se tient ». C'est seulement à ce moment-là que votre travail de recherche prend tout son sens.